Ça me fait un peu bizarre de me retrouver comme ça devant vous, sur un écran. C'est un petit peu comme monter sur une scène de théâtre. Et pourtant, je ne devrais pas être intimidé. J'ai participé à une troupe de théâtre, amateur, il y a très longtemps. On avait monté une pièce. C'était La porteuse de pain, d'après le célèbre feuilleton de Xavier de Montepin. Et je jouais le rôle du pain. Rôle de composition, s'il en est. Faut être zen. Et trouver la bonne composition, farine, eau, levain, voilà. Mais je ne suis pas là pour vous parler de mes performances d'acteur. Je suis juste là pour vous parler de comment je suis tombé dans le pétrin de la pratique analytique à l'institution. Et... Il y a 26 ans, je suis tombé dans un service de pédopsychiatrie et, entre autres, une infirmière m'a parlé d'une petite fille qui ne parlait pas et qui ne marchait pas, qui avait 9 ans, n'avait donc jamais parlé, jamais marché, et elle me demandait de m'en occuper. Pourquoi pas? Alors je suis allé la trouver, là où tous les enfants jouaient. Elle était sur les genoux de cette infirmière me l'a présentée. Et je me suis présenté à cet enfant en lui demandant si elle souhaitait m'accompagner un peu dans mon bureau, comme ça, pour discuter. Et elle m'a tendu ses petits bras comme ça, avec un immense sourire. J'ai été séduit, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai emportée au premier étage, dans mon bureau. Et puis avant la deuxième rencontre, j'ai quand même réfléchi un peu dans ma tête et je me suis dit... après tout, qu'est-ce que t'en sais qu'elle marche pas? D'accord, elle a jamais marché. D'accord, le chirurgien qui avait procédé à l'accouchement avait dit aux parents, vous pouvez en faire une autre, parce que celle-là, elle est bonne pour la poubelle. Elle ne parlera jamais, elle ne marchera jamais. Je me suis dit, et si je vérifiais par moi-même? Donc la deuxième fois, je suis allé la trouver là où tous les enfants jouaient, elle était toujours sur les genoux de cette même infirmière. Je lui ai tendu cette fois une seule main, en l'invitant à venir. Elle a saisi ma main, j'ai tiré, elle s'est mise debout et elle a marché. Au moins jusqu'à l'escalier. Parce qu'à l'escalier, elle s'était écroulée. Et elle faisait ça à chaque séance. Elle marchait dans le couloir jusqu'à l'escalier et là, à l'escalier, gros obstacle. Alors je restais là un bon moment avec elle, je résistais évidemment à la tentation de la reprendre dans mes bras pour la monter dans mon bureau, c'était si facile. Je lui demandais si cet obstacle l'embêtait pour une raison technique, parce que ses pattes, c'était 2 baguettes de pain, vu qu'elle n'avait pas marché depuis 9 ans, ou bien si elle avait peur pour quelque autre raison, ou je l'encourageais. Je patientais. Moi, je suis un petit peu comme le vin dans la pâte, je ne suis pas toujours bon pain. J'attends que ça gonfle. Et effectivement, ça pouvait prendre un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure parfois, avec des étapes, mais elle finissait par prendre ma main et monter, avec ses propres petites jambes. Ça n'a pas plu du tout à la médecin-chef. Pourquoi? Parce que il paraît que son contrôleur lui avait dit qu'on ne travaille pas en dehors de son bureau. De plus, elle n'était pas la seule. Vous savez que les enfants dits autistes, il y en a beaucoup qui courent partout en criant, qui tiennent pas en place, quoi. Alors dès que je les amenais dans mon bureau, ils ressortaient immédiatement. Moi, je vais pas imposer la psychanalyse à des gens, surtout des gens qui me demandent rien. Même si, comme disait Dolto, leur état demande, mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver au fait que le sujet demande, c'est-à-dire il s'agit d'arriver à une naissance du sujet. Quelqu'un qui choisit son pain au lieu de se le faire imposer. J'avais cessé de faire le porteur de pain, bien sûr, j'étais plus le pain non plus, la petite fille non plus, on essayait d'être sujet, l'un et l'autre.
Et pour ces enfants, eh bien, qui partaient en dehors de mon bureau, eh bien, je les suivais. Parce que, au moins, comme ça, ils me montraient où ils allaient. En général, c'était les chiottes ou la cuisine. C'est-à-dire les entrées, les sorties, bref. Ils essayaient de faire avec la maison quelque chose comme une image du corps. Par où passe le pain à travers le corps pour devenir bonne pâte, peut-être. Ils sèment des miettes de pain un peu partout. Moi, je les ramasse, je vais les planter dans mon jardin et je fais pousser du pain. Il paraît que Deligny faisait ça aussi. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque, je l'ai appris que très longtemps après. Bref, moyennant quoi, je me suis fait virer, puisque je ne travaillais pas assez dans mon bureau. Mais comme j'étais fonctionnaire, évidemment, on m'a mis au placard, tout simplement. C'est-à-dire qu'on m'a payé 3 ans et demi à ne rien faire, plutôt que de me payer pour faire progresser quelques enfants. Après ça, on m'a muté au pavillon des pires, ceux qui sont incontinents, qui crient, qui se mordent, comme ça, qui se mutilent de différentes façons, qui mutilent aussi les autres gens parce qu'ils ne les supportent pas, mais des adultes cette fois, des gens qui n'étaient pratiquement jamais sortis de l'hôpital de leur vie. Et le pavillon était tout au fond du parc de l'hôpital, là-bas, où on risque pas d'entendre les cris, mais enfin quand même 1 kilomètre avant, on les entendait. Enfin, quand je suis parti de ce pavillon 7 ans plus tard, on les entendait plus, les cris en question 1 kilomètre avant. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est, disons, le général de la chose. Je vais simplement vous entretenir de ma rencontre avec un particulier de ce pavillon, qui était beau comme un ange, un adolescent d'une 15aine d'années, qui ne parlait pas, qui marchait, mais qui restait quand même toute la journée sur son lit, comme une tranche de pain, sans même du jambon dessus. Aucun intérêt pour rien. Et quand il regardait, eh bien, il tournait les yeux à gauche et la tête à droite, ou inversement, et on avait toujours l'impression en fait qu'ils essayaient de fuir le regard, c'est-à-dire de regarder sans regarder en même temps. Donc il ne regardait personne, il ne bougeait pas de toute la journée. On m'a expliqué aussi qu'il était incontinent et qu'il ne voulait pas manger. C'est-à-dire que si on lui présentait une cuillère ou une assiette, il se défendait comme ça. Bon. Alors les infirmiers avaient trouvé la solution. Il y en avait un qui lui tenait les mains derrière le dos et l'autre qui enfournait. N'est-ce pas bon. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit que je pouvais essayer de faire autrement. Alors j'ai proposé de m'en occuper au repas. Je m'en occupais aussi dans la journée, mais je m'en occupais au repas. J'avais proposé à une infirmière de m'accompagner, et on était à 3, comme ça, autour d'une table, dans une salle spéciale. Je servais tout le monde, nous on mangeait, on parlait avec lui aussi de temps en temps, on lui demandait ce qui était un problème pour lui, s'il aimait pas ce qu'il y avait, mais il répondait pas. Et il restait totalement indifférent devant son assiette. Mais quand on patientait, et toujours le levain dans la pâte, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, parfois 1 heure, il y avait une main timide qui s'avançait vers l'assiette et qui attrapait un peu de nourriture. Mais aussitôt l'autre main s'emparait de cette main-là pour l'empêcher d'attraper la nourriture. Et si la main réussissait à se libérer et à apporter un peu de nourriture vers la bouche, alors la bouche recrachait la nourriture, et la main essayait de reprendre, et l'autre main essayait d'empêcher à nouveau, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que je vous dis après avoir longuement observé la chose et l'avoir décomposée. Parce que quand on voyait ça directement, c'était à toute vitesse, et ça donnait quelque chose comme ça. Bon. Je ne peux pas vous le refaire exactement, évidemment, je ne l'ai pas enregistré dans ma tête
avec précision. Je ne l'ai enregistré qu'à condition de mettre des mots dessus, c'est-à-dire en décomposant chaque élément. J'ai donc compris que, comme pour le regard, il faisait à la fois un geste et son contraire, tout le temps. Et c'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup d'autres de ce pavillon. Un geste et le contraire tout le temps. C'est une caractéristique de l'inconscient. Chez nous, les gens qui parlons et qui avons une insertion sociale, nous avons aussi des pensées contradictoires et parfois des gestes contradictoires. Ça s'appelle des actes manqués. Mais nous arrivons à les planquer dans l'inconscient. Eh bien, pour ces gens-là, c'était à chaque instant qu'un geste contraire venait se substituer au geste premier. Cette espèce de gesticulation qu'il avait en face d'une assiette de nourriture faisait penser aux infirmiers qu'il faisait une crise d'épilepsie. En fait, vous voyez, ça n'a rien à voir. Je me demande même d'ailleurs si les crises d'épilepsie n'ont pas toujours à voir quelque chose avec ça. Bon, ça c'est une simple hypothèse de travail pour autre chose. Mais bon. Dans ce pavillon, j'ai aussi rencontré un gars que je vais appeler Denis pour vous, qui était aussi laid que l'archange Gabriel l'a été beau. C'était un gars qui avait 30 ans, lui, marchait, mais il n'avait jamais parlé. Et au lieu d'être incontinent, eh bien, il souffrait d'une constipation absolument phénoménale, c'est-à-dire qu'il trimballait devant lui un ventre comme ça, un ventre quasiment de femme enceinte de 9 mois, mais plein de merde. Voilà. Et il avait plusieurs fois frisé l'occlusion intestinale, d'où les urgences, opérations, bref, il avait failli en crever, donc, plusieurs fois. Un infirmier m'avait même dit qu'il l'avait vu vomir de la merde. Situation un peu conflictuelle. D'autant plus que, du coup, il était soumis à régime forcé, lavement forcé, il fallait se mettre à 4 pour le tenir, avec un 5e qui opère, c'est le 5e élément, celui qui est efficace, et médicaments forcés. Depuis 30 ans, parce que ça faisait 30 ans qu'il était constipé. Ça n'avait jamais cessé. Alors là aussi, j'ai décidé de m'en occuper, et comme il marchait, même s'il ne parlait pas, eh bien je le suivais, et s'apercevant que je le suivais, il m'amenait immédiatement à la cuisine, et il me désignait le placard où étaient enfermés les gâteaux. Donc je lui donnais des gâteaux. Pas toute une boîte, hein, quelques-uns au début, et puis au fur et à mesure des séances, je me suis restreint à lui donner à chaque fois 2 gâteaux. Mais évidemment, ça ne plaisait pas beaucoup à l'équipe, parce que ils disaient que je bousillais leur patient travail de régime, parce que les gâteaux, ça constipe, paraît-il. Bon, alors, je ne voulais pas embêter ces braves gens, mais je voulais continuer mon travail avec ce monsieur. Donc, j'ai pris l'habitude de subtiliser quelques gâteaux de temps en temps dans la cuisine, je les amenais dans mon bureau, et du coup, le gars, il venait dans mon bureau, le Denis. Il venait chercher son pain, qui était des gâteaux, dans mon bureau, parce qu'il avait toujours été Denis Papin. J'étais monté en grade. Je n'étais plus le pain, mais le porteur de gâteaux. Carrière d'acteur qui commence à se profiler. Et moyennant quoi, je pouvais travailler dans mon bureau, au moins avec lui. Et il y en avait quelques autres aussi avec lesquels je travaillais dans mon bureau, mais c'est pas toujours possible, donc je m'adapte en fonction de ce qui se passe. Et là, une fois qu'il avait eu ses gâteaux, il partait pas, il était content pour une fois que quelqu'un faisait attention à sa demande, c'est-à-dire l'avait pris comme sujet. Eh bien, il restait là, et avec tout ce qu'il avait ramassé dans ses pérégrinations, dans l'hôpital ou ailleurs, c'est-à-dire des cuvettes, des bouteilles en plastique, des tubes, des ficelles, des élastiques. Il faisait des montages extraordinaires, et il m'a fallu un certain temps
pour comprendre qu'il était en train de se fabriquer, là aussi, une représentation de son appareil digestif. Alors, je lui ai proposé cette interprétation, qu'il n'a pas démenti, qu'il n'a pas non plus accepté, mais il continuait à faire ses montages. Et donc je dessinais ces montages régulièrement, et je lui montrais le dessin que j'avais fait, puisqu'il cherchait à faire une représentation. Moi aussi, je faisais une représentation de sa représentation. Oh, ça ne pouvait pas faire de mal. Hein. Et en effet, ça n'a pas fait de mal, parce qu'au bout de 3 mois, il était complètement guéri de sa constipation. Et 7 ans plus tard, quand je suis reparti, la constipation n'était jamais réapparue. Cerise sur le gâteau, il avait commencé à parler. Ces premiers mots, c'est pas moi qui les ai entendus, c'est les infirmiers qui, quand ils l'amenaient en promenade, il leur disait régulièrement « Atto, atto !» Ce qui voulait dire qu'il était pressé de rentrer parce que c'était l'heure de sa séance et il tenait à ses gâteaux. Et puis il a ajouté quelques autres mots petit à petit, après, jusque au bout de 7 ans, arriver à faire quelques phrases simples et être en communication, en échange avec l'équipe infirmière. Bon, ça n'a pas plu, ni mon histoire de manger avec l'archange Gabriel, ni le coup des gâteaux avec le Denis Papin. Donc c'est à toute vapeur qu'ils ont filé à la DAS pour déposer une plainte pour non-assistance à personne en danger, parce que mon travail faisait que beaucoup de pensionnaires de ce pavillon étaient beaucoup plus calmes, ce qui avait amené le médecin à diminuer les doses de médicaments, voire à les supprimer. Or, pour une bonne partie de l'équipe, pas toute l'équipe heureusement, mais pour une bonne partie de l'équipe, soigner, c'était avant tout donner des médicaments. Et puisqu'on ne donnait plus de médicaments, ils avaient le sentiment qu'on laissait tomber ces gens, qu'on ne les soignait plus, parce qu'eux n'avaient plus leur fonction principale, donner des médicaments. Alors qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, et qu'effectivement faire un repas qui dure des heures, par exemple, ou s'adapter à chacun, ça, c'est du travail. Crescent City, oh. Vous avez lu La Porteuse de Pain, ou vu le feuilleton télé, ou un film? Il y a un ingénieur qui se voit refuser son amour à une des employées de l'usine. Du coup, il met le feu à l'usine et il tue le patron. Et il laisse des indices pour que ce soit cette jeune femme qui se fasse accuser à sa place. Et elle se retrouve en prison. C'est un peu Monte Cristo quelque part. Et quand elle sort de prison, eh bien, elle cherche le vrai coupable. Eh bien là, c'est toujours pareil, on dirait qu'il faut trouver un coupable, toujours. Et moi, comme je suis trop bonne pâte, je suis toujours celui qui prend un pain dans la gueule. Bref, comme ma prestation avait fait un four, j'ai dû déménager. Je me suis retrouvé, après quelques pérégrinations encore, dans cet hôpital à Aubervilliers, où là, je travaille tranquillement depuis 16 ans. Où, enfin, on me fout la paix. J'ai toujours été un très grand rêveur. Et puis, mon analyste n'en faisait pas cas. Même, il m'interrompait dans mes récits de rêve, parce qu'il était un partisan de la scansion lacanienne, bien entendu. Donc, à la séance suivante, je reprenais le récit du rêve à l'endroit où je l'avais laissé. Et ça m'apportait rien, parce que il ne me questionnait pas, il ne me montrait pas qu'il entendait ce que je racontais dans mes rêves. C'était pourtant vachement important. Dès le début de ma pratique en hôpital, je me suis aperçu que je rêvais des gens dont j'avais à m'occuper,
Mais comme personne n'en parlait nulle part, ni dans les livres, ni dans les colloques, ni dans les congrès que je fréquentais, eh bien, j'en parlais pas non plus. Je me suis dit que ça devait pas être ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, un jour, on m'a dit que rêver de ces analysants, c'était comme une intrusion insupportable, ou que ça pouvait être de l'ordre de la psychose, en ce qui me concerne, bien entendu. Bon, moi, je me suis aperçu, avec le temps, que ces rêves étaient très riches et qu'ils m'apportaient beaucoup quant à ma position dans le transfert vis-à-vis de tel ou tel analysant, quand je rêvais de tel ou tel analysant. Alors, c'est pas pour l'information consciente comme telle, c'est le seul fait de l'avoir décortiqué qui me permettait d'être plus proche, plus à l'écoute, dans la suite, de mon analysant, avec une écoute moins bouchée par, encore une fois, le savoir que je pourrais croire connaître, à la fois sur ce qu'est le psychisme et ce que sont mes analysants dans ce qu'ils m'ont déjà raconté consciemment. Parce que là, ça veut dire que j'ai entendu quelque chose qui vient d'eux, mais de leur inconscient, donc je ne sais pas forcément que j'ai entendu, et ça vient se fixer quelque part dans ma mémoire inconsciente, à un endroit où je ne le sais pas, ça réveille quelque chose que j'ai vécu moi-même. Après, je peux m'en servir, non pas pour faire de la projection auprès de tel ou tel analysant, bien sûr, mais ça m'ouvre les oreilles, je peux le reconnaître lorsque ça revient, mais le reconnaître du côté de l'inconscient cette fois, et avec ça, je peux donc poser des questions aussi ouvertes que possible, toujours pareil, pour ne pas faire de la projection. Et donc, permettre à l'analysant d'avancer. Et parfois même, je me suis dit, très rarement, mais ça m'est arrivé, que faire le récit du rêve concernant l'analysant à cet analysant, ça pouvait être une réponse de l'inconscient à l'inconscient. Pour quel effet? Ça reste inconscient. C'est pas une recette comme celle du pain qu'on va appliquer à tous les cas. C'est juste que c'est possible et que surtout ça évite de s'encrouter et ça permet de faire un peu mieux ami. Puisque on parle du transfert, ça évite de parler d'amour ou d'amitié, mais c'est bien pourtant de ça qu'il s'agit, avec tout ce que ça véhicule de désir inconscient. Et donc, dans le four analytique, pendant que ça cuit, après que la pâte est longuement levée, l'analysant s'aperçoit qu'il n'est pas le seul dans le four à patienter. Il a un copain. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est sur le même plan, hein. Ça veut juste dire que par contre, du point de vue de l'inconscient, on est deux à se laisser réchauffer les neurones à la réaction chimique et thermique qui se passe dans ce qu'on appelle le désir, l'amour, bref, tout ce pourquoi les gens viennent consulter, à savoir que ça ne va pas quelque part dans leur relation avec leurs proches. Eh bien voilà un proche avec lequel on peut analyser ce qui se passe. Et ça évite de s'encrouter. Ce que mes rêves m'ont appris d'un parcours analytique, c'est un petit peu la conception d'un enfant. C'est-à-dire, dans le parcours analytique, c'est la conception du sujet. C'est ça le but, concevoir un sujet. Et ça se traduit donc par les étapes suivantes: conception, séjour dans le ventre de la mère, gestation, naissance et castration. C'est-à-dire en termes de boulange, pétrissage,
fermentation, cuisson, sortie du four, et constat qu'il ne s'agit pas d'un pain complet. Parfois même on s'aperçoit qu'il s'agit d'un pain bis, et que identification à l'analyste, et alors il faut y retourner encore un peu pour arriver vraiment à la naissance d'un sujet distinct du sujet analyste. Donc, conception, gestation, naissance, castration, ça fait 4. Il faut ajouter le 5e élément, celui qui est efficace comme toujours, c'est-à-dire le dip. Le dip, il s'agit de savoir qui va avoir la femme du boulanger. Ces éléments 5 se disposent autour de ce que j'ai appelé le réel, avec un R majuscule, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas décrire et qui se présente dans mes rêves comme une espèce de masse hétéroclite d'objets ou de personnages qui sont ou compacts ou multiples, mais toujours indescriptibles. Autour se forme cette espèce de couronne des 5 éléments dont je viens de vous parler, qui permettent de circonscrire ce réel et de faire en sorte que donc il n'envahisse pas tout. Ce réel étant quoi ? Eh bien les éléments restés hors symbolique, c'est-à-dire hors cuisson, hors pétrissage, hors fermentation. Ce sont des éléments de la perception de l'époque où nous étions tout petits, avant que nous ayons appris le langage, c'est-à-dire avant que nous ayons appris à lier les autres perceptions à des mots du langage, c'est-à-dire à faire rentrer dans le symbolique. La castration en particulier est cette modalité qui permet de faire rentrer toutes les choses dans le symbolique, au sens où eh bien, ce n'est la chose dont on parle, qui sera devenue un objet, ne sera jamais complète, ça ne sera jamais un pain complet, ça sera toujours sur le modèle de il manque une pièce à l'ouvrage. Et c'est pas pour ça qu'il faut faire des pièces montées au mariage, pour fabriquer des conceptions, etc. Ce sont des montages imaginaires, mais qui restent là dans l'inconscient. Sur le plan théorique, de temps en temps j'aime bien revenir au plan théorique. Comme disait Pierre Desproges, j'aime bien passer mes vacances en théorie parce que en théorie tout se passe bien. En théorie, ça m'a amené à faire une distinction précise entre la pulsion et le désir, la pulsion se dirigeant vers le réel, tandis que le désir se dirige toujours vers le phallus, question castration, le phallus et tous ses remplacements, c'est-à-dire le caca, l'argent, la femme, etc., la voiture, tout ce qu'on peut désirer, et qui sera de l'ordre de compensation pour cette incomplétude. Bon, évidemment, c'est issu de la pratique, ce que je vous dis là. La pratique de la boulange analytique, l'analyse de milliers et de milliers de rêves, et l'analyse de centaines de personnes, dans les rêves desquels je retrouve les structures de mes rêves. C'est pour ça que j'en déduis cette espèce de structure à 5 éléments. Et ça permet de faire un pain qui a un bon équilibre entre la croûte et la mie, entre le dur et le mou, c'est-à-dire que ça donne une certaine structure à la chose, et que on peut ne pas y croire tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, comme Michel Onfray qui dit qu'il n'a jamais désiré sexuellement sa mère. Évidemment, s'il n'a pas fait l'analyse de ses rêves, ce n'est pas possible. Et donc chacun peut bien croire ce qu'il veut, moi ça ne me dérange pas, que chacun aille à la boulangerie qui lui convient pour acheter le pain qui lui plaît. En tout cas, ce qui se passe dans une analyse, au moins chacun peut dire que ce sont
des soulagements durables de lapin. Slaughterhouse, Barnacle, Mr.